Bonjour, bonjour. En ce moment, dans les Caraïbes, c'est la saison des pluies. Il y a un cyclone qui s'apprête à passer au-dessus de Cuba. Il pleut au Honduras, mais c'est un véritable ouragan médiatique qui déferle sur un autre pays de l'Amérique centrale, sur le Nicaragua. Tous les médias, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, sont en train de dénoncer une féroce dictature où l'on emprisonne les opposants. Ortega est dépeint, peu importe d'ailleurs la tendance du média, qu'il soit dit de gauche ou ouvertement néolibéral, comme un féroce dictateur. Il y a des élections au Nicaragua le 7 novembre prochain. Que se passe-t-il réellement au Nicaragua? Pour parler de ça, nous sommes avec Maurice Lemoine. Maurice Lemoine est journaliste, spécialiste de l'Amérique latine, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. Maurice, comment ça va? Ben, ça va, ça Eh bien, va. c'est parfait. Écoute, Régulièrement. ta voix est très discordante. Tu viens d'écrire un article qui s'appelle Vol d'hypocrite au-dessus du Nicaragua, où tu expliques un peu le contexte et qu'est-ce qui se passe en ce moment au Nicaragua. C'est un article très touffu, avec beaucoup de références, qui est paru sur le site Mémoire des luttes. On recommande évidemment à tous ceux qui regardent cette vidéo d'aller lire l'article. C'est un article assez long. On va essayer là, tout de suite maintenant, d'expliquer à des gens qui ne connaissent pas forcément le Nicaragua, qu'est-ce qui se passe au Nicaragua et quel est le contexte politique qui a favorisé cette campagne médiatique. Alors, il faut revenir à un fondamental qui est la relation du Nicaragua avec les États-Unis. On se souvient que le Front sandiniste de libération nationale en 1979 renverse la dictature de Somoza, qui était soutenue par les États-Unis, va subir pendant une douzaine d'années une guerre féroce menée par les États-Unis, qui finance, qui organise, qui forme ce qu'on appelle la Contra. Qu'en 90, les sandinistes perdent le pouvoir et le rendent démocratiquement, voilà, à la droite, en la personne de Violeta Chamorro, la présidente Violeta Chamorro, et puis qu'en 2007, Daniel Ortega revient au pouvoir et est au pouvoir depuis cette période, et tu l'as dit, il y aura des élections en novembre prochain. Les sandinistes ont toujours été vus d'un très mauvais œil par Washington. On se souvient que lors de l'administration Trump, John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, avait défini la troïka de la tyrannie, qui était Cuba, le Venezuela, le Nicaragua. Donc, les États-Unis, que ce soit sous Reagan, sous Bush, sous tous les présidents qu'on a vu se suivre, et maintenant Trump et Biden, mènent une guerre, on va dire, non conventionnelle contre le Venezuela. Alors, cette guerre non conventionnelle, elle est moins spectaculaire, moins visible que ce qui se passait dans les années 80, où effectivement, on avait des bandes armées, la Contra, qui attaquaient depuis les frontières du Honduras et du Costa Rica, de Nicaragua. Maintenant, ça passe par d'autres biais, et en particulier par le financement de l'opposition nicaraguayenne à travers ses fondations, à travers ses ONG et à travers ses médias. Alors les principaux acteurs de cette guerre non conventionnelle, c'est l'Agence des États-Unis pour le développement international, qui est connue sous le nom de l'USAID, la Nouvelle Fondation pour la démocratie, la NED, qui a été créée en 1983 par Ronald Reagan pour se substituer à la CIA de l'Organisation des actions non armées, c'est-à-dire pas le gros de l'agression. Après, tu as l'Institut national démocrate et puis l'Institut républicain international qui dépendent du Congrès des États-Unis, et puis toute une flopée d'organisations, de think tanks, etc., comme Freedom House, comme l'Open Society de George Soros, etc., etc., etc. Quel est leur objectif? C'est de créer, c'est de financer, c'est de former, c'est de contrôler et d'instrumentaliser les institutions d'un truc maintenant qui est devenu mythique, qui est la société civile. C'est-à-dire les syndicats, les partis, les institutions académiques ou professionnelles d'ailleurs, et puis surtout la presse et les ONG. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, sur le Nicaragua, entre 2010 et 2020, l'USAID avait prévu de transférer à la droite la somme quand même assez faramineuse, quand on voit le petit pays qu'est le Nicaragua, de 68 millions de dollars
pour l'idée à discréditer le gouvernement, aussi bien d'ailleurs en interne qu'à l'étranger. Alors là, on trouve des mécanismes qu'on connaît bien, hein, quand on travaille sur le Venezuela, tu le sais comme moi, ou sur l'Équateur, ou sur la Bolivie. Ça a pour but donc de discréditer le gouvernement, de former des nouveaux leaders, et puis de créer on va dire, une masse critique d'opposants, hein. Et puis alors, il se trouve tout complètement par hasard, il y a eu, tu le sais, en 2018, il y a eu une crise très grave au Nicaragua, hein, avec plusieurs mois d'affrontements qui ont fait 220 morts, donc ça a été des sérieux. Mais alors, tout à fait par hasard, 2 ans avant le soulèvement spontané de 2018, l'USAID a rajouté 8 millions de dollars, hein. Ce qui fait qu'on a une contribution totale de l'USAID de 76 millions de dollars pour déstabiliser le Nicaragua. Et je termine sur ce petit chapitre. Au cœur du dispositif, il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Violeta Barrios de Chamorro, du nom de l'ancienne présidente, hein, de droite du Nicaragua, qui est dirigée par sa fille, Cristiana Chamorro, et qui a, on va dire, servi de plaque tournante, hein, pour la redistribution d'une partie de ce pactole. La fondation, elle a servi à redistribuer plus de 14 millions de dollars. Plus de 14 millions de dollars. Alors, si on regarde à quoi servent ces dollars, depuis 2009, l'USAID a spécifiquement destiné de l'ordre de 10 millions de dollars aux médias de l'opposition, hein. Imaginons un peu ce qui se passerait chez nous si d'un seul coup on découvrait que le monde diplomatique est financé subrepticement sous la table par la Russie, par l'Iran ou par la Corée du Nord, hein. Ça pose quand même deux ou trois problèmes. Il y a 7 millions de dollars donc, pour les Le médias. monde par le Qatar, par exemple. Par exemple, hein. Sachant par ailleurs qu'il n'y a pas que les États-Unis, puisque la fondation Chamorro, elle bénéficie aussi d'une collaboration, par exemple de la coopération espagnole, hein. La fondation, elle a reçu plus de 800 000 euros, donc ça fait plus d'1 million de dollars, de l'agence espagnole de coopération. Alors avec ça, ben, je veux dire, on a arrosé un certain nombre de médias que je vais citer rapidement, puisqu'on ne les connaît pas ici, mais qui s'appellent Confidential, qui s'appelle La Prensa. Alors La Prensa, si quand même, parce que la Prensa, c'est la presse de droite, c'est le vaisseau amiral de la droite nicaraguayenne depuis très longtemps, hein. C'est un peu que là, alors voilà, je reviens sur Le Monde qui serait financé par des puissances étrangères. Et puis Voz TV, Radio Corporation, Radio Show Café, les plateformes digitales, 100% Noticias, Articulos 66, Nicaragua Investiga, enfin, je veux dire une foultitude d'organisations. Alors, Maurice, le Parlement nicaraguayen a fait passer plusieurs lois il y a quelque temps, notamment la loi 1040 sur les agents étrangers, la loi 1042 sur la cyber-haine et la loi 1055 sur la souveraineté du Nicaragua. Alors, ces lois ont été très polémiques, il y a eu des conséquences, notamment judiciaires, et ça a été le fer de lance de toute cette campagne médiatique qu'on peut voir aujourd'hui dans les médias européens, dans les médias français, dans les médias occidentaux en général. Sauf que personne ne nous dit ce qu'il y a dans ces lois. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice, dans ces lois? Alors voilà, bon, ces lois, elles sont la conséquence de ce que je viens de dire à l'instant. C'est-à-dire que, à la suite de la crise de 2018, qui a été dévastatrice pour le Nicaragua, y compris dans ses conséquences économiques, le gouvernement sandiniste a pris un certain nombre de mesures. Donc, ils ont passé par l'Assemblée nationale, où les sandinistes sont la majorité, et effectivement, les lois que tu viens de citer. Alors, c'est le 15 octobre 2020, le Parlement, donc, il approuve la loi 1040, dite loi de régulation des agents étrangers. Alors, il n'interdit pas les ONG, hein, ce texte, mais il exige d'elles qu'elles rendent compte de tout financement étranger en précisant l'identité de leurs donateurs, le montant des fonds reçus, l'objet des dons et une description de la manière dont l'argent a été dépensé. Informations qui, évidemment, doivent correspondre avec les états comptables et financiers. Donc là, on veut savoir qui finance quoi et à quoi ça sert. On est dans un pays souverain, on est dans un pays qui se protège. La loi 1042 sur les cyberdélits, je veux dire, là, c'est classique, y compris d'ailleurs avec les polémiques que ça peut déclencher, parce que même chez nous, hein, je vais donner l'objet de cette loi, elle permet de poursuivre et de sanctionner la diffamation, les menaces, les atteintes à l'intégrité physique des enfants ou des femmes, le vol d'identité, le piratage, l'espionnage informatique, et aussi ceux qui diffusent de fausses informations.
Donc, même chez nous, il y a des grands débats pour savoir jusqu'où va le contrôle d'Internet, à partir de quel moment, je veux dire, on a une loi liberticide qui bâillonnerait l'information. Bon, donc là, on est dans un grand classique, mais en même temps, on peut difficilement reprocher au Nicaragua de poursuivre et de sanctionner la diffamation, les menaces, les atteintes à l'intégration physique, etc., etc., etc. Et puis, le 21 décembre 2020, le Parlement a approuvé aussi la loi, donc c'est la 1055, donc je cite son titre exact: Défense des droits du peuple à l'indépendance, la souveraineté et l'autodétermination pour la paix. Et cette loi, et là évidemment il faut avoir en mémoire ce sur quoi nous avons démarré, elle établit que, et j'ouvre les guillemets, je vais la citer très précisément: toute personne qui demande, soutient et salue l'imposition de sanctions à l'État du Nicaragua ne pourra pas se présenter aux élections générales. Est également exclue des élections générales toute personne qui fomente ou qui finance un coup d'État, qui porte atteinte à l'ordre constitutionnel, qui incite à l'ingérence étrangère ou participe avec des financements extérieurs à des actes de terrorisme et de déstabilisation. Voilà l'objet du scandale international qui met le Nicaragua au banc des accusés. Maurice, est-ce que ces lois sont le propre d'une dictature ou est-ce qu'on les trouve dans d'autres pays? Bah ça, c'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Il suffit d'aller voir, il suffit, c'est pas compliqué, il n'y a même pas besoin d'être journaliste, il faut faire une petite recherche sur Internet, en particulier la législation aux États-Unis, hein. Les États-Unis, contrairement d'ailleurs à une idée reçue, elles abritent de nombreuses ONG nationales ou étrangères et qui sont parfois financées sans limite ni restriction par des gouvernements ou partis politiques étrangers, hein. Ça, là, pour le coup, on sort d'une idée reçue où les États-Unis interdiraient. Non, 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 mais à une condition: que ces ONG nationales ou étrangères s'enregistrent en tant qu'agents étrangers. C'est-à-dire exactement la même formulation que la loi qui vient de passer au Nicaragua. Ces ONG, elles doivent s'enregistrer auprès du ministère de la Justice, elles doivent remplir des déclarations fiscales et elles doivent se conformer à la législation prévue par ce qu'on appelle le Foreign Agent Registration Act, le FARA. Et le FARA, il exige que les personnes qui agissent en tant qu'agents ou mandants étrangers, et là encore, j'ouvre les guillemets, divulguent périodiquement au public leurs relations avec le mandant étranger, ainsi que les activités, les recettes, les déboursements à l'appui de ces activités. Et l'objectif principal de la loi, dit le FARA, j'ai été consulté, est de promouvoir la transparence en ce qui concerne l'influence étrangère aux États-Unis et de permettre que le public américain et ses législateurs connaissent la source de certaines informations destinées à influencer l'opinion publique, la politique et les lois des États-Unis, facilitant ainsi une évaluation éclairée de ces informations par le gouvernement et le peuple américain. C'est-à-dire qu'en réalité, on est exactement dans la même configuration que la loi nicaraguayenne. Oui, donc là, on voit un peu une hypocrisie, puisque tous les médias qui attaquent Total. le Nicaragua devraient normalement attaquer les États-Unis, puisqu'ils ont, ils ont la même loi. Évidemment, d'autant que les États-Unis imposent, il faut le rappeler, imposent des sanctions au Nicaragua et que l'opposition de droite nicaraguayenne, tous les gens qui, effectivement, une vingtaine qui ont été arrêtés ces derniers temps, on en reparlera après, sont des gens qui appellent à une intervention américaine, y compris militaire, qui appellent à des sanctions. Et si on regarde la loi FARA aux États-Unis, il y a au sein de la division de la sécurité nationale du département de la justice, une unité, FARA, qui est responsable de l'administration et de l'application de la législation, hein. Et pour ce faire, elle identifie les violations, hein, donc elle surveille, elle examine les dossiers pour détecter les lacunes et elle inspecte les livres comptables et les registres des déclarants, hein. Et un non-respect délibéré du FARA donc, entraîne une peine de prison qui peut atteindre 5 ans, 5 ans de prison, hein, et puis une amende qui peut aller jusqu'à 250 000 dollars ou les deux. Et Alors, puis après, sur la loi 1055, elle s'inspire en fait d'une loi qui avait été votée sous Violeta Chamorro, donc sous l'égérie de la droite nicaraguayenne. C'est un peu paradoxal, non? oui, bien sûr, non, c'est drôle. Enfin, c'est drôle si c'était pas, évidemment, si ça n'avait pas des conséquences extrêmement graves, hein, puisque là, on est dans cette espèce de guerre non conventionnelle contre le Nicaragua. Mais effectivement, la loi votée dans les années 80 sous l'administration, sous la présidence de Violeta Chamorro dit exactement la même chose. Donc, c'est pas nouveau, y compris ceux qui, au Nicaragua, aujourd'hui, dénoncent la loi votée par les sandinistes, sont ceux qui ont fait voter celle de Violeta Chamorro, qui est la même. Mais même chez nous,
même chez nous. Bon, on va prendre l'Union européenne, hein. L'Union européenne et donc la France, je veux dire, on est concerné par les mêmes affaires, hein. Je veux dire, il y a chez nous un secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, hein, le SGDSN, et son directeur, Stéphane Bouillon, il a annoncé, c'est pas vieux, 2 juin 2021, que va être mis sur pied à la rentrée de septembre, donc là, dans 2 mois, un service à compétence nationale chargé de traquer les ingérences étrangères dans le domaine de l'information. C'est-à-dire exactement ce qui se passe au Nicaragua. Vous avez au niveau tu as au niveau du Parlement européen une commission spéciale sur l'ingérence étrangère. Alors, le titre exact, il est un peu à rallonge, hein, c'est Commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation. Et l'objectif de cette commission, c'est d'évaluer le niveau des menaces, qu'il s'agisse des campagnes de désinformation, du financement des partis ou campagnes politiques, ou des attaques hybrides. On est vraiment dans le cas de figure de ce qui se passe au Nicaragua, au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, un peu partout en Amérique latine, hein. Et cette commission, donc je reprends les formulations de l'Union européenne, elle devra examiner la transparence du financement des partis et des campagnes, vérifier les actions et les règles nationales, ainsi que les influences extérieures à travers des entreprises, des ONG ou des technologies. Voilà, donc en réalité, ce qu'on est en train ce qu'on est en train de dénoncer sur le Nicaragua, ce sont des lois qui sont considérées comme tout à fait normales ailleurs, même y compris effectivement s'il peut y avoir des discussions sur les limites du contrôle sur la cybersécurité, hein. Mais ça, c'est un débat qui est un débat maintenant global, quasiment à l'échelle mondiale. Alors Maurice, pourquoi il y a eu des arrestations et est-ce que les personnes arrêtées étaient vraiment toutes candidates contre Daniel Ortega aux prochaines élections de novembre? Non, bien sûr. Alors, les personnes qui ont été arrêtées, hein, je peux donner quelques noms. Bon, évidemment, si nos amis qui nous regardent et qui nous écoutent ne sont pas spécialistes du Nicaragua, ça ne va pas leur dire grand-chose. Mais bon, il y a Cristina Chamorro, donc on a présenté comme la principale rivale de Daniel Ortega. Alors, elle s'est déclarée euh, candidate à la présidence, mais on n'en est pas encore là, puisque la droite en est encore à imaginer des primaires, hein, c'est comme chez nous. Bon. Il faut préciser par ailleurs que la droite nicaraguayenne est complètement divisée. C'est un bazar pas possible, ce qui est une des raisons pour lesquelles elle est incapable d'affronter les sandinistes, que les sondages qu'on regarde avec prudence, mais quand même, donnent tous Daniel Ortega vainqueur le 7 novembre prochain. Et largement Mais vainqueur d'ailleurs. oui, et dans les gens qui ont été arrêtés, alors je précise que arrêter, c'est pas jeté dans un cul de basse fosse, même si c'est jamais agréable d'être arrêté, hein. Moi, je suis pas un fanatique d'aller coller les gens en prison, mais ils sont soit en assignation à résidence, donc c'est pas agréable, bien sûr, soit en détention préventive pour 3 mois, le temps de procéder à l'enquête, et surtout pour éviter une fuite à l'étranger, hein. Mais donc, on a Cristiana Chamorro, on a Juan Bastián Chamorro, Pedro Joaquim Chamorro. Alors ça, c'est la famille Chamorro, c'est l'oligarchie nicaraguayenne qui a eu plusieurs présidents conservateurs dans le passé à la tête du Nicaragua et qui considère grosso modo que le Nicaragua, c'est sa propriété, hein, sa propriété privée. Il y a Miguel Mora, qui est un type qui dirigeait la chaîne de télévision 100% Noticias, qui a réclamé publiquement une intervention militaire du style 1989 Panama, hein, où les États-Unis ont enlevé lui qui était un gangster, Manuel Noriega. Mais donc tous les gens qui sont arrêtés actuellement ne sont pas candidats à la présidence. Alors ils font l'objet d'une enquête, en réalité, parce qu'ils ont appelé publiquement à des mesures coercitives contre l'économie du Nicaragua, hein, c'est-à-dire des sanctions économiques, pour parler plus simplement, parce qu'ils ont, en 2018, on considère qu'ils ont, enfin le gouvernement sandiniste considère qu'ils ont conspiré pour commettre des actes terroristes et qu'ils ont créé une structure frauduleuse d'ONG à but non lucratif pour le blanchiment de fonds de plusieurs millions de dollars provenant de l'étranger, ce qui constitue une intervention politique. Il faut dire d'ailleurs que quand j'ai présenté un petit peu les transferts d'argent de l'US7, de l'année, etc., il y a une partie des sommes qui évidemment sont évaporées et qui sont allées tomber dans les poches personnelles, hein. Donc le gouvernement sandiniste est en train tout simplement d'enquêter sur tout ça, si ces gens sont déclarés innocents, et après tout, on Pour peut... des accusations de blanchiment d'argent aussi. Oui, c'est vrai, c'est voilà, c'est une situation de blanchiment d'argent. Par exemple,
Lorsqu'est passée la loi sur les ONG, Christiana Chamorro a immédiatement fermé sa fondation. Immédiatement, hein, c'est-à-dire pour ne pas avoir à répondre devant la loi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles elle est là en ce moment assignée à résidence. Elle a refusé de se soumettre à la loi, elle a été convoquée par la justice, elle a refusé de répondre aux questions et elle a fermé sa fondation. Sauf que, évidemment, les Nicaraguayens sont aussi capables d'investiguer ou d'enquêter que n'importe quel pays du monde. On a découvert, par exemple, et là je mets au conditionnel parce que je n'ai pas accès au dossier, donc on va être prudent, mais qu'au moment où elle a fermé sa fondation, il y avait 7 millions de dollars sur les comptes, c'est quand même pas mal hein, pour une fondation, et qu'une fois qu'elle a eu fermé ses comptes, on a retrouvé les 7 millions de dollars sur 3 de ses comptes personnels. Bon. Donc là, effectivement, il y a des espèces de vases communicants qui, du point de vue de la justice nicaraguayenne, méritent éclaircissement. Et Maurice, tu nous décris là quand même un monde un peu mafieux, non? Une bande de fripouilles. Pourquoi cette bande de fripouilles est si ardemment défendue par une partie de la gauche européenne? Ah, alors ça, c'est une longue histoire. Tu m'avais dit que tu voulais qu'on fasse quelque chose de court. Et là, ça va pas marcher. Non, c'est parce que, en fait, effectivement, c'est devenu. D'ailleurs, c'est même plus un conflit entre la droite et la gauche. Parce que la droite, c'est la droite. Donc, par définition, le gouvernement sandiniste appartient à la gauche latino-américaine. Donc, la droite le regarde avec un œil suspicieux. Non, non, c'est devenu un conflit au sein des gauches qui sont en pleine décomposition, tout simplement parce que au sein de ses opposants à Daniel Ortega figurent d'anciens sandinistes. C'est-à-dire que le Front sandiniste, après avoir perdu les élections en 1990, il y a eu un grand débat idéologique au sein du Front sandiniste. C'était la période effectivement qui était terrible parce qu'il y a eu la défaite du Front sandiniste, on est en 90. En même temps, il y a la chute du mur de Berlin, il y a l'effondrement du communisme, donc il y a tout un contexte. Il y a la fin des guérillas en Amérique centrale, hein, qui se termine sur des accords de paix. Et donc il y a une faction du Front sandiniste de l'époque, avec des anciens commandants, anciens guérillos glorieux, hein, des gens qui ont été courageux, qui ont été des vrais héros, qui d'un seul coup souhaitent que le Front sandiniste devienne un parti social-démocrate à l'européenne, hein, pour aller vite. Hein. C'est-à-dire, et donc ils sont mis en minorité, systématiquement. Ils sont mis en minorité, et donc ils passent à l'opposition à Ortega, et cette opposition, c'est comme dans toutes les histoires de famille, ça devient de la haine. Hein, c'est-à-dire ça devient une haine, c'est devenu une haine, de sorte que petit à petit, ils sont partis sur une base social-démocrate, et puis ils ont appuyé la droite, et maintenant ils appuient quasiment l'extrême droite. Hein. Oui, oui, on a vu C'est pas, certains des membres donc, du mouvement de rénovation sandiniste maintenant voilà. enfin transformés en UNAMOS, ils ont lâché enfin le Et dont mouvement, certains, se et dont réunir certains avec ont Marco arrêté. Rubio en Floride ou se réunir avec Voilà. les pires de l'administration Trump. Et certains d'entre eux ont été arrêtés. Et alors là, le phénomène par rapport à la question que tu posais sur la gauche européenne, c'est que dans les années glorieuses de la Révolution, mais les années dures, il y a eu des brigades, hein, civiles de jeunes Européens qui sont allés au Nicaragua par solidarité, donc la gauche radicale, la gauche révolutionnaire, et puis qui sont revenus en Europe, qui ont repris leur carrière, machin et tout. Donc le Nicaragua s'est débrouillé tout seul après, avec ces années quand même de régime néolibéral féroce, hein, que ces jeunes Européens, enfin, maintenant ils sont plus tout jeunes, ils sont mon âge, n'ont pas vécu. Mais, et là il y a une faute du Front sandiniste, lui il a perdu le contact. Il a perdu le contact, en matière de communication, il n'a pas été capable de continuer à préserver ses contacts avec l'Union européenne. Et en revanche, tous ces opposants sandinistes se sont recyclés dans les ONG, les organisations non gouvernementales. Et elles ont conservé un rapport privilégié avec les ONG européennes, avec les universités européennes et avec les anciens du Nicaragua. De sorte qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une bataille qui est très dure, hein, parce que je l'ai dit, c'est une histoire de famille, et donc des gens qui se connaissaient bien, des gens qui étaient amis, qui sont en train de s'étriper, les uns au nom du sandinisme, mais qu'ils ont quitté il y a bien longtemps, accusant Ortega d'être un dictateur, et puis les autres dont je fais partie, mais ce n'est pas par parti pris idéologique, simplement en observant la situation, qui disent non, le Nicaragua n'est pas une dictature. Non, quand on regarde le Nicaragua dans le contexte centra-américain, c'est le pays qui s'en sort le mieux. Il ne faut quand même pas oublier qu'il est à côté du Honduras, qu'il est à côté du Salvador, qu'il est à côté du Guatemala. Le Salvador et le Honduras, c'est les maras, hein, avec
une insécurité endémique, c'est le narcotrafic, etc. Et le Nicaragua est à l'abri de tout ça, y compris, on ne va pas rentrer comment dire, une analyse des réussites socio-économiques du Nicaragua. D'ailleurs, ce n'est pas extraordinaire, c'est plus un gouvernement révolutionnaire, mais par rapport au contexte régional, il s'en tire beaucoup mieux que ses voisins, hein. Mais voilà, et donc effectivement, maintenant, les gens qui sont encore capables de dire, écoutez, observons les choses, que c'était comme le conflit de 2018. Le conflit de 2018, on parle des ONG, là. Alors, il y a les ONG dites de défense des droits de l'homme. Bon. On en a une qui est la NPDH, Association nationale nicaraguayenne pro droits de l'homme, qui, financée par l'USAID, financée par la NED, a annoncé des chiffres absolument délirants de morts, 530 morts. Et ça a été repris chez nous par la Croix, ça a été repris par Le Point, ça a été repris par tout le monde. Et cette ANPDH, on le sait parce qu'ils ont fait une conférence de presse Y compris dans une pétition signée par certains par, représentants de la gauche. par certains des gens qu'on connaît bien, qui vont du NPA au parti de gauche en passant par la gauche classique et traditionnelle, qui ont signé ça. Alors il y a les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de signer une pétition dès qu'on leur tend, ça rend important, mais qu'on n'a absolument pas vérifié, qu'on n'a pas regardé, ça leur plaisait bien, dénoncer la terrible dictature de Daniel Ortega qui rappelle les ombres les plus sombres d'Amérique latine, là vous êtes le révolutionnaire pur et dur, paf, et puis tout ça c'est bidon. Tout ça, c'est bidon. Il y a eu 220 morts, c'est suffisant, hein. Et dans les 220 morts, Pourquoi c'est bidon? Parce qu'il y a eu des révélations, non? il y a eu des révélations. Parce que précisément, le bureau donc, de la NPDH, en 2019, je n'ai plus la date en tête, elle a organisé une conférence de presse à Managua. On peut la trouver sur Facebook. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc que je suis en train d'inventer pour. Non, elle a fait une conférence de presse. Alors, elle a dénoncé son patron, son directeur. Je suis en train de chercher le prénom, c'est Leva, Leyva. Il s'est tiré au Costa Rica, où il a remonté d'ailleurs une ONG de défense des droits de l'homme, qui fonctionne en ce moment. Il est parti avec 500 000 $, dont 100 000 $ de la NED. Donc la nouvelle fondation pour la démocratie, le truc créé par Reagan, et alors évidemment, ils ont tout balancé, et ils ont dit qu'en 2018, ils avaient gonflé volontairement les chiffres pour recevoir davantage de subventions des États-Unis. Oui, et voilà ce qu'on il dit y a tout certains. le monde d'aller regarder cette vidéo, elle est disponible sur YouTube, c'est complètement ahurissant. Les types sortent en fait les preuves des documents qu'ils ont reçus et des consignes aussi qu'ils ont reçues. Et c'est ce chiffre Voilà. de cette fondation qui s'est retrouvé dans tous les médias. Et donc, le problème, ce n'est pas de dire que Daniel Ortega est parfait. Je veux dire, effectivement, il a passé des alliances parfois un peu bizarres au passé, avec l'Église, avec le patronat. Ça a été un pragmatique. Mais en même temps, le résultat, il n'est pas si catastrophique que ça. Il a fait comme Lula. On l'oublie souvent, mais Lula, c'est pareil. Au Brésil, il n'est pas rentré franco de port et d'emballage dans la tête des secteurs économiques et du patronat. Il a négocié avec eux, il a discuté, il a dit, écoutez, je vous fous la paix, mais on redistribue, etc. Maurice, on avait dit qu'on ferait court, évidemment, on est incapable de le faire, mais on va faire concentrer. Une dernière question, pourquoi cette campagne médiatique en ce moment? Alors, deux questions parce que tu en as oublié une. Non, je vais faire une réponse. Peut-être qu'on peut Non, mais je fais une réponse à une question que tu n'as pas posée, mais rapidement. Pourquoi cette, entre guillemets, vague de répression en ce moment? Tout simplement parce que normalement, on pourrait dire qu'il y a eu une amnistie en 2019. Et il y a un certain nombre des gens qui sont réemprisonnés aujourd'hui qui étaient amnistiés. Donc, on peut se poser la question, mais pourquoi une amnistie? Alors, tout bêtement, ce n'est pas parce que c'est rétroactif, mais c'est parce que depuis l'amnistie, dans l'amnistie, il était prévu qu'ils ne recommencent pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne recommencent pas à demander des sanctions, à passer leur temps à aller à Washington pour réclamer une intervention militaire, etc., etc., etc. Or, il se trouve que, compte tenu du fait que tout le monde est conscient qu'il y a quand même de fortes chances que Daniel Ortega gagne les élections en 2021, les États-Unis ont déjà pris leurs dispositions. Et ils ont mis en place un programme qui s'appelle Responsive Assistance in Nicaragua, RAIN, R-A-I-N. Et c'est un programme qui prévoit, alors c'est précis, du 11 août 2020 au 10 février 2022, l'assignation de 2 millions de dollars pour réaliser, donc ou même pour réaliser une transition ordonnée du gouvernement d'Ortega vers un gouvernement qui s'engage à respecter l'état de droit. Pas quand même,
Et le document, il ne cherche même pas à dissimuler sa stratégie, hein, puisqu'il utilise 102 fois l'expression régime de transition. C'est un truc qu'on connaît au Venezuela. Il y a eu un organisme, un bureau de la transition. Bon. Et là, pour le coup, c'est là que le gouvernement nicaraguayen a fait passer les lois et maintenant poursuit les gens qui sont les collaborateurs de cette nouvelle agression à prévoir sur le Nicaragua avant, pendant ou après l'élection de novembre prochain, parce qu'on sait déjà, on l'a deviné, que les États-Unis ne reconnaîtront pas le résultat des élections en novembre. Bon. Donc voilà, ça c'est ce qu'il fallait dire, les raisons de ce qui se passe en ce moment. Et la deuxième question, oui, tu élargissais le sujet, bah, tout simplement parce que d'abord, l'administration Biden n'a pas changé grand-chose par rapport à ce qu'était Trump. Donc le Nicaragua reste, alors même si le terme n'est plus employé dans la troïka de la tyrannie, hein, sert à Donald Trump, et puis parce que surtout, les États-Unis, et même y compris les droites continentales, elles sont sur les dents. Parce que d'une certaine manière, ça ne va pas bien. Je veux dire, beaucoup ont annoncé une fin de cycle. On n'en est plus là. On n'en est plus là. Le Mexique et l'Argentine sont au centre-gauche. Ils sont d'ailleurs très prudents par rapport au Nicaragua. La gauche latino-américaine a appuyé le Nicaragua, hein, d'une manière générale. L'ALBA, le Forum de São Paulo, le Oui. groupe de Puebla, Manuel Zelaya, le président renversé du Honduras. Bon. Mais donc, Mexique-Brésil perdu. Nicaragua, Venezuela, Cuba, ça résiste. Bon, voilà, paf. Et puis arrivent les élections en Colombie, très prochainement. La Colombie, on le sait, il y a une crise terrible. Il y a de fortes possibilités, là encore, on va être prudent, mais que la droite Uribe et Duque soient battus compte tenu de la manière dont ils ont réprimé le mouvement social. Hein, donc il y a une grosse inquiétude sur le fait que la droite puisse rester au pouvoir en Colombie. Il y a le Brésil, avec Lula qui se profile comme candidat et donc comme vraisemblable vainqueur de Bolsonaro. Il y a le Pérou, où Pedro Castillo est en tête pour le moment, n'a pas encore été déclaré président, mais Il devrait être nommé normalement la semaine prochaine si on regarde voilà. le De programme. sorte que si on regarde l'ensemble de l'Amérique latine, il y a même y compris au Salvador, un président en même temps, hein, le président Bukele, hein, qui vient de la gauche, et puis qui a fait une Macron au Salvadorien, qui donc maintenant est un président de droite, mais en plus autoritaire, et qui est en train d'envoyer valser les États-Unis parce qu'il s'est effectivement livré à 2-3 actions qui ne sont pas forcément hyper démocratiques, et que les États-Unis ont fait semblant de froncer les yeux, et Bukele leur a dit, mais écoutez, occupez-vous de vos affaires. De Il y a sorte que des les pays aussi, avec Radoué, il y a le Honduras peut-être aussi, il y a des Honduras, aussi voilà. Honduras au mois de novembre aussi. Donc, il va y avoir d'ici la fin de l'année une offensive des États-Unis, et on le voit avec les visites du patron du Southern Command, Craig Fowler, en Colombie. On le voit là, ces jours-ci, avec la visite du patron de la CIA, qui vient en Colombie et qui vient au Brésil. C'est pas pour parler de la culture des fraises au fond de la Patagonie. Hein. Enfin, la Patagonie, c'est pas au Brésil. Mais bon, c'est évidemment le Venezuela qui est dans le collimateur. Il va y avoir une offensive nord-américaine, même si effectivement elle va essayer de prendre des manières moins caricaturales que celles de Trump. Super, et ben ça c'était un sacré autre son de cloche, seulement disponible sur les deux rives et dans quelques autres médias alternatifs que l'on connaît bien. Merci Maurice. Salut Romain. Et merci à vous. N'oubliez pas de soutenir les deux rives et à très bientôt.